Il y a pas de restriction et je n'interdis pas, je n'incite pas, les gens sont libres. Bienvenue sur La Traversée sonore qui vous fait découvrir les artistes de l'exposition Dialogie de l'éclaircie à l'horizon qui recouvre actuellement une partie du premier étage de la traverse à Vannes. Dans ce 7e épisode, nous allons à la rencontre de l'artiste Sébastien Préchou. Je m'appelle Sébastien Préchou, j'ai 51 ans, je suis artiste, plasticien, autodidacte, donc et j'œuvre principalement dans tout ce qui est, art optique et cinétique. Donc j'ai une pratique à la fois de peinture et d'installation. Pour développer mon activité justement dans l'art optique et à un moment donné, je me suis confronté à l'existant et à regarder ce qui existait déjà. Donc le point, c'était déjà pris, la ligne, c'était déjà pris, les formes géométriques, c'était déjà pris, à l'exception de la répétition du cercle. Donc ça a été une mini brèche dans l'histoire de l'art optique où je me suis dit: «Il y a peut-être quelque chose à faire», et donc comme l'art optique repose majoritairement sur la répétition du geste, sur la répétition de la forme et de la couleur, c'est la raison pour laquelle j'ai développé cette pratique de peinture à l'aide du compas, en répétant des cercles et en travaillant la couleur. La première année, je me t'ai fixé l'objectif de réaliser 100 dessins dans l'année pour trouver ma technique, pour trouver les matériaux, pour trouver les différents médiums. Et durant cette année, j'ai été interrompu. Et je suis parti en voyage avec des bobines de fil. Et pendant mon voyage, j'ai eu des moments de creux et je suis parti dans la forêt pour tendre des installations de fil. On les a prises en photo avec un ami photographe qui m'a dit: «Il y a peut-être quelque chose à développer, quelque chose à faire avec ça», et quand une fois rentré en France, j'ai redéveloppé ça avec un autre ami photographe et c'est comme ça que les installations sont arrivées. Mais les installations sont arrivées plus par hasard que les peintures. Donc c'est d'abord les peintures, mais il fallait que je continue à travailler la ligne et la couleur et grâce, voilà, au compas et au cercle, je développe la ligne droite et avec les installations de fil, je développe les courbes. La pratique du dessin et de la peinture a vraiment conditionné la volonté de développer la partie installation. Donc tout ce qui est peinture et dessin reste que dans un élément qui est quand même très réduit, très défini. On est sur le cadre de la feuille, du tableau ou du mur et le geste est très contenu, il est très précis et j'ai surtout pas le droit à l'erreur. Donc ça, c'est quelque chose qui se veut être un geste très maîtrisé et je rentre dans une forme d'état presque méditatif où d'un seul coup, il y a un rythme qui est instauré par le mouvement et ce qui est hyper plaisant. Sauf qu'à un moment donné, moi, je sature de cet état un peu presque trop sage et trop contenu et j'ai besoin d'exploser. Ce qui fait que les installations, elles, sont beaucoup plus spontanées. Donc c'est la raison pour laquelle aucune préparation en amont n'est effectuée sur les installations. C'est le lieu et la rencontre avec les gens qui va conditionner justement l'installation. Donc c'est toujours quelque chose de spontané. Et là, le geste, lui, est beaucoup plus ample, beaucoup plus grand. Il est beaucoup plus récréatif pour moi. Il est beaucoup plus physique. Mais voilà, là, j'ai l'impression de m'exprimer complètement. Et l'engagement du corps est plus tout à fait plus le même. Alors, la nécessité du travail manuel, c'est pour moi, c'est enfin, quelque chose d'assez intime et qui est un héritage paternel. C'est que, mon papa un jour m'a dit, il était coiffeur, il m'a dit: «Si tu sais te servir de ça et que tu le connectes à ça et ça, tu fais ce que tu veux où tu veux», et il l'a pas dit en ces termes-là, mais avec ses mots, c'est ce que j'ai compris et j'ai trouvé ça génial. Parce que oui, il y a pas meilleure autonomie que de savoir se servir de ses mains et puis, de sa tête. Ça c'est, donc heu, donc ouais, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important, d'autant plus qu'en tant qu'autodidacte, j'ai besoin d'être légitime. Il y a toujours cette espèce de syndrome de l'imposteur. Donc si je me fais assister par une machine ou par quelqu'un, j'ai véritablement la sensation d'être un escroc. Donc et ça je peux pas vivre avec ça et puis le plaisir ressenti à pratiquer, c'est génialissime parce que d'un seul coup, le corps, la main devient outil, mon meilleur ami et je sais que je peux lui faire confiance et que je peux même presque penser à autre chose. Il y a une automatisation du geste qui est jouissive parce que on appuie sur un bouton, c'est parti, puis ça marche et donc je peux me concentrer sur autre chose pendant ce temps-là. Bah, ce concept qui était, au tout début de ma pratique, artistique, qui était l'homme contre la machine, était une forme de réaction à déjà à l'époque, enfin il y a 20 ans, à cette, consommation d'images, presque boulimique, où on se posait même plus la question de savoir est-ce que c'est fait manuellement ou est-ce que c'est une production digitale?
ou numérique. Et à l'époque, ça m'agaçait plutôt qu'autre chose. Donc c'était, d'aller à contre-courant en me disant: «Et si on reprenait le temps de produire manuellement ce qu'une machine est capable de produire en quelques secondes?» et heu et donc j'ai développé ce concept-là et tout ce principe-là jusqu'à me faire prendre à mon propre piège, puisque lors d'une exposition personnelle, on a eu beaucoup de réactions, enfin le galeriste et moi, en disant: Mais c'est pas possible, c'est imprimé». Et j'avais beau montrer les micro-défauts, les trous de pointe de compas ou quoi que ce soit, les gens ne voulaient plus croire que c'était une production digitale. Enfin manuelle, pardon, et personnelle. Donc ouais, je suis rentré un peu, donc j'ai changé mes supports, j'ai changé mes médiums pour avoir une pratique qu'on ne peut pas reproduire. À un tel point, c'est que même en sérigraphie, c'est une tannée à faire. Donc et à l'impression, ça se voit. Donc heu, donc ouais, mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle me fait un peu plus flipper qu'à l'époque où on consommait plus des images sans se poser de questions. Là, oui. Maintenant, je me pose plus trop la question parce que j'ai choisi des supports qui permettent pas l'impression aussi facilement que ça, parce que je travaille sur bois et il y a déjà tout un travail de préparation de mes supports et de mes châssis. Donc ça, c'est toute la petite partie un peu artisan, menuisier, qui me tient à cœur. Et puis j'ai envie de te dire que maintenant, ça m'est égal. Que les gens s'ils pensent que c'est imprimé, tant pis pour eux. Enfin, tu vois? J'ai ce concept aussi que j'ai développé qui est la récompense du curieux. Celui qui reste un peu plus longtemps va en savoir un peu plus que celui qui part plus vite. Le travail de la ligne, c'est justement cette simplicité, c'est la forme géométrique, en tout cas, c'est le tracé géométrique le plus simple et le plus élémentaire que l'on puisse utiliser. Le point en lui-même ne se suffit pas, mais la ligne, tout le monde sait tracer une ligne. Et après, c'est est-ce qu'on accepte de prendre le temps de la démultiplier pour en faire quelque chose une production artistique, en tout cas une production, quelle qu'elle soit, ou pas? Donc c'est ce rapport au temps, donc c'est aussi la ligne du temps que je démultiplie, que j'étire au maximum, que je fais durer, que je fais traîner et qui finalement n'a presque plus qui a pas de fin dans tout ce que je produis. Puisque mes peintures, on se perd dedans et il y a pas de point d'entrée, il y a pas de point de sortie. Donc on est en boucle dans quelque chose qui lui va évoluer. Mais et je me mets dans des espèces de failles spatio-temporelles qui ont leur durée et leur espace. Bah, ce qui m'intéresse dans la perception du spectateur ou du visiteur, c'est qu'il ait ces mêmes chocs, enfin chocs, ces mêmes sensations visuelles que celles que j'ai pu ressentir quand j'ai découvert pour la première fois l'effet du cinétisme sans en avoir conscience. Mais de me dire que on passait en voiture avec mes parents sous des tunnels anti-bruit et il y avait des formes géométriques à variation et quand on passait, cette forme géométrique s'animait. Je me suis dit: «Waouh, c'est génial!» parce que si on reste assis, devant, on va voir que des losanges plus ou moins grands et quand on avance et ben, ça fait un mouvement et ça, j'avais trouvé ça génial. Mais je l'avais oublié. Jusqu'au jour où j'ai refait ces installations de fil et à l'intérieur desquelles où je me promenais et je me disais: «Ouais, il y a des moments où ça tourne, il y a des moments où ça se croise, ça se moire, ça disparaît, ça réapparaît». Et donc là, j'ai trouvé ça génial. Et comme je veux pas effacer mon âme d'enfant et toutes ces émotions que j'ai eues quand j'étais petit, bah, je les fais perdurer le plus possible. Donc je m'amuse à essayer de recréer ces effets optiques, où il y a cette fascination, de dire: «Ah, c'est génial, on croise 2 couleurs, il y en a une troisième qui apparaît». Ça m'enchantera toujours même si je sais, mais ça me fascine de voir que ça fonctionne toujours. Ça me rassure même. Bah, par les 2 pratiques, je vais avoir la possibilité à la fois de perturber ou de rendre curieux. La peinture, j'ai envie que les gens prennent le temps de regarder et d'être curieux. Par les installations, je veux les perturber, mais dans le bon sens du terme. Je veux que les repères soient perdus, qu'ils arrivent à lâcher la possibilité de rester à l'entrée et de s'engager, de rentrer dans l'œuvre et de participer avec moi à sa réalisation, en tout cas à sa déambulation. Donc oui, s'il y a une petite perte de repères, s'il y a une petite perte d'équilibre ou quoi que ce soit, elle fait partie de l'œuvre parce que, on change d'état. L'œuvre n'a de sens et n'existe que si, on rentre dedans, on touche, on s'allonge, on fait n'importe quoi. J'ai envie que le visiteur se sente libre de l'appréhender comme il a envie de le faire.
Enfin, si on a envie de prendre le tube et lui faire un câlin, on lui fait un câlin, ça marche. L'œuvre, elle n'en sera pas détériorée, quoi. Donc, ouais, elle est faite avec les mains, elle s'appréhende avec les mains aussi. Donc, il n'y a pas de restriction. Et je n'interdis pas, je n'incite pas, les gens sont libres. Oui, on recrée du volume dans le volume. C'est assez, c'est une vision assez géniale que tu me proposes. Parce que oui, finalement, la recomposition d'un volume dans un volume n'est que la matérialisation de mon inspiration. Est-ce que j'ai la sensation de sculpter l'air? Je vais me poser la question la prochaine fois. Mais je m'étais jamais posé la question dans ces termes-là. La lumière joue un rôle très important, que ce soit en milieu naturel ou en milieu confiné et obscurci. Elle est l'élément fondamental de la révélation de l'œuvre. Donc ça, c'est indispensable. Et elle conditionne aussi les couleurs beaucoup de l'installation en tant que telle. L'attention, elle est inhérente à la création, puisqu'il y a toujours cette distance qu'il y a entre l'œuvre fantasmée, sa réalisation, les capacités physiques, et c'est justement de réussir à trouver le bon équilibre de tension, justement, qu'il soit physique du corps, de pas partir non plus dans n'importe quoi. Donc c'est le juste équilibre et la juste tension qu'il va y avoir dans tout ce que je produis. Et sur le fil, c'est encore plus vrai physiquement, et c'est la raison pour laquelle j'ai besoin de les faire et de les appréhender physiquement et individuellement. Je suis jamais assisté sur les installations. C'est que j'ai besoin de gérer la tension qu'il y a sur chaque fil, parce qu'elle est aussi proportionnelle à l'émotion dans laquelle je suis à ce moment-là. Donc il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte, mais je sais que si je suis énervé et que je dois faire une installation sur des longues distances, je vais tirer très fort le fil et je vais ressentir cette force dans l'installation et qui potentiellement va pas me plaire. Mais il y a un vrai lien qui est tendu entre ma production et mon état émotionnel. Chacune des installations naît sur un instant T. Donc je sais que je vais devoir faire une installation dans un environnement clos ou ouvert. J'ai besoin des contraintes techniques en amont, simplement pour préparer les structures qui vont accueillir les fils. Donc savoir si les murs sont solides, est-ce que je peux percer dans le sol, plafond, enfin toutes un peu les considérations mécaniques et architecturales. Mais à aucun moment, le dessin de l'installation n'est pensé en amont. Parce qu'il est souvent le révélateur à la fois de la rencontre avec les gens qui vont m'accueillir, du lieu dans lequel je me trouve et de la condition physique dans laquelle je me trouve aussi. Donc, et de la quantité de fils que je vais emmener avec moi. Donc c'est plein de facteurs qui font qu'à un moment donné, tout ça réuni fait que, ok, ça va ressembler à ça. Et puis il y a la volonté d'expérimentation sur de nouvelles choses à chaque fois qui est le petit grain final. Il se passe il y a une atmosphère qui va faire que soit je vais pas aimer, je vais pas avoir de considération particulière pour le lieu, auquel cas je vais être assez démonstratif et un peu prétentieux, pour le dire très honnêtement. Et donc je vais essayer de faire quelque chose le plus spectaculaire possible, d'investir les hauteurs, d'investir des lieux un peu compliqués pour trouver le moyen de m'amuser à l'intérieur. Et bien au contraire, j'ai eu à travailler dans une chapelle du XIVe siècle, et là, je me suis fait impressionner totalement par le lieu. Et je me suis dit, mais là, c'est impossible, je peux pas être démonstratif, je peux pas faire une installation putassière dans un lieu pareil. Donc, j'ai passé pas mal de temps à regarder à l'intérieur ce qu'il y avait, et il y avait plein d'éléments de détail que peu de personnes regardaient, mais c'est que les têtes de poutres étaient sculptées, et c'était des têtes de dragons. Et ça, il y a des gens qui étaient là depuis une quinzaine d'années, qui venaient dans cette chapelle et qui l'avaient jamais vu. Donc l'idée était d'emmener le regard vers ces points de détail qui étaient un peu oubliés ou ignorés, et en faisant une installation qui ne pouvait pas être prise en photo. Donc si on la prenait en photo, c'était complètement diaphane, on voyait des éléments, mais c'était un vrai parti pris. Donc ça, c'était... Elle se révélait pas. Quand on bougeait, il y avait ces volutes
qui, elle, fonctionnait, parce que les couleurs changeaient, donc on voyait des espèces de spectres rouge, rose, orange, et qui amenaient le regard jusqu'à ces points de détail vers lesquels je voulais que les gens regardent. Mais quand on rentrait dans la chapelle, on percevait quelque chose, mais on ne voyait rien. Seul le mouvement du spectateur permettait de... Donc voilà, c'est le lieu qui conditionne. Et le spectateur. Alors le spectateur, il arrive vraiment qu'à la fin dans mon processus. C'est vraiment l'équipe qui va m'accueillir. Donc la générosité de l'installation sera proportionnelle à l'accueil que je vais recevoir aussi. Si je me sens bien avec les gens, si je sens que les gens sont contents que je sois là, la réciprocité va faire que moi je vais donner tout ce que je peux. Donc et sinon ça se termine en un tube et puis c'est fini, quoi. Mais ça peut très bien fonctionner aussi, le minimalisme. Non, le temps est hyper important pour moi. J'utilise au maximum tout le temps qui m'est alloué, donc dans la mesure du possible. Et j'ai toute la partie, en tout cas préparatoire, où je vais esquisser l'œuvre dans son espace, si on parle des installations, que j'essaie de faire durer le plus longtemps possible, parce que c'est la partie la plus intéressante, puisque c'est la partie vraiment de création, et où là, je peux encore remodeler l'installation, me poser plein de questions, et à un moment donné, prendre la décision finale en me disant « elle va ressembler à ça ». Après, le tissage, c'est uniquement de la production. Donc, et c'est généralement la partie que je fais le moins durer. Donc là, c'est un marathon. J'essaie au maximum de l'envoyer le plus vite possible, et ce qui souvent m'offre la possibilité de rajouter, d'enlever, de recomposer si besoin. Il m'est arrivé de finir une installation et de me dire « j'aime pas les couleurs ». Et je change tout. Mais ça me dérange pas. parce que ça me permet d'être sûr et de pas laisser une installation en me disant peut-être que j'aurais pu faire ça autrement. Je réserve ça pour la prochaine installation. Ce que tu dis me fait penser quand on fait de la couture. Mais oui, c'est ce que j'ai cru voir. La répétition du geste, pour moi, elle est fondamentale parce que elle me nourrit. C'est cette répétition du geste qui fait qu'à un moment donné, j'acquiers une forme d'expertise du geste qui me permet de ne plus avoir à y penser. Donc je ne réfléchis plus à comment je fais mes pièces. Ça, c'est presque acquis, même si ça ne le sera jamais, mais en tout cas, je sais que je peux faire confiance à mes membres pour faire ce dont j'ai besoin. Et ça me libère l'esprit pour pouvoir produire et créer. Et puis oui, c'est cette forme d'automatisation, c'est peut-être un hommage inconscient à tous les artisans qui font ça à des fins beaucoup plus utilitaires que l'art, en tout cas, à des fins d'utilité quotidienne. Quelqu'un qui fait une table, un menuisier qui fait une table et un autre qui l'expose, bon, il y a deux mondes. Donc j'ai besoin d'avoir cet ancrage quand même dans le réel. Toutes les imperfections de la main humaine apportent à l'œil, en tout cas, quelque chose de digeste. Parce qu'il y a ces micro-variations qui font que l'œil, à un moment donné, ne va pas trouver cette régularité parfaite qui est particulièrement ennuyeuse. Donc, sortir ce que je fais sur un ordinateur, c'est stérile, c'est vierge de toute forme d'émotion, c'est même plus de la déco. Moi, je trouve ça vraiment très stérile. Donc, ça n'a aucun sens. De voir qu'à certains moments, la peinture s'est pas étalée de la bonne façon, ou qu'il y a un micro-décalage dans les cercles, ou qu'il va y avoir une ligne qui, elle, va pas être totalement là où j'avais envie qu'elle soit. Donc je lutte contre moi-même pour qu'elle ait sa propre vie. Mais je trouve ça indispensable qu'on puisse encore percevoir que c'est pas complètement parfait, c'est perfectible. En tout cas, à mes yeux, ça l'est encore. Le jour où ce sera complètement parfait, qu'est-ce que je vais faire ? Donc c'est bien de sentir le corps vieillir en même temps, parce que ça ramène d'autres imperfections, c'est pas mal. J'aime bien. Définitivement, le lieu et le contexte va conditionner le respect que je vais avoir au lieu. Je vais pas avoir la même approche si je suis dans une friche ou dans une zone abandonnée où je sais que je peux y aller au perforateur pour installer tout ce que je veux, ou lorsque je suis dans la nature. Dans la nature, c'est
tout est cerclé avec des chambres à air pour ne pas meurtrir les arbres. J'utilise du coton plutôt que du fil élastique polyester. L'œuvre, elle est complètement éphémère. Je m'assure qu'elle ne soit pas dégradée trop vite et je viens nettoyer la zone sur laquelle je suis intervenu. On est vraiment sur des rapports complètement différents. Quand on est dans le cadre d'une exposition, je vais m'arranger pour que tout soit solidement ancré et que le spectateur ait la possibilité d'interagir avec l'œuvre, d'où le choix de matériaux avec les fils élastiques et tout ça. Mais ouais, chaque lieu va conditionner le respect que je vais lui apporter. Ils sont tous respectés, mais à des manières, à des degrés différents. L'œuvre qui a été produite ici, à la Traverse, donc je l'ai nommée Sous tension, parce que justement, il y a toujours ce rapport à la tension qu'on peut avoir entre deux points, tel que j'ai expliqué tout à l'heure. Et puis, je pense, moi j'espère, qu'elle va créer cette micro-tension chez le spectateur et chez le visiteur qui va être plongé dans cette pièce complètement noire, avec uniquement l'installation, et qui va le renvoyer à son propre engagement dans la pièce. Donc, soit il plonge dedans et accepte que je l'emmène, soit il essaie de s'échapper de la pièce, et ça va être un petit peu plus compliqué, mais en tout cas, il a la possibilité de le faire. Il n'y a pas de piège. Le volume. Ça va être... Ouais, le volume. Je vais ressentir la présence des murs qui m'entourent, donc la possibilité de mouvement que je vais avoir, les contraintes que je vais avoir pour accéder aux éléments supérieurs, donc au plafond. Et à partir de là, j'ai inscrit dans mon corps la mémoire du lieu. Et à partir de là, ça rend possible certaines installations. Bah oui, chacune de mes installations sont immersives parce que quand je les produis, je me balade autour de ces installations. Et donc, je trouverais ça vraiment dommage que le public n'ait pas la possibilité de parcourir le même chemin que le mien. Donc ça, c'est indispensable. Me dire qu'on reste sur le pas de la porte et puis la regarder comme si c'était un tableau, ça n'a pas de sens pour moi. Donc il y a du corps dans ton Ah oui, le mouvement, indéniablement. le corps. Non, il faut un engagement physique, pour avoir de l'équilibre, il faut être en mouvement. Et puis c'est quand on se déplace qu'on voit les choses, et puis qu'on change de point de vue, qu'on change de regard. Très souvent, mes installations sont plus belles quand on est au fond de la pièce que lorsqu'on reste à l'entrée. Donc c'est toujours ce rapport de la récompense du curieux. Si on va derrière, on voit. L'installation, elle est présentée comme un objet artistique et graphique et visuel, mais il ne peut être en mouvement que si quelqu'un bouge. Et moi, je les travaille pour qu'il y ait justement ce mouvement. C'est la raison pour laquelle beaucoup des effets que je crée sont des espèces de torsions qui font que les couleurs passent les unes par-dessus les autres et créent des interruptions de lignes et de couleurs, ce qui recrée une vibration et potentiellement peut amener à une persistance rétinienne qui va se reproduire à un moment donné quand on va sortir et qu'on va avoir un mur blanc et d'un seul coup, ça va se remettre à scintiller pendant quelques secondes comme une petite piqûre de rappel. Et puis, tous ces effets scintillants et de moiré sont indispensables aussi sur les œuvres et sur les installations. Pour trouver l'équilibre justement entre la contemplation et le côté presque très scolaire et très mathématique des œuvres, justement, j'utilise cette rigueur mathématique pour me laisser la place à la contemplation. Parce que ça, c'est indéniable. Enfin, 1 et 1, ça fait 2, jusqu'à la preuve du contraire. Mais donc, je me repose là-dessus. Donc, j'ai quelques petits fondamentaux mathématiques et géométriques pour construire mes œuvres, mais qui sont à niveau de CM2, hein. Et ce qui me laisse la place derrière, justement pour pouvoir être fasciné et de pouvoir contempler le résultat avec des éléments. Alors cette sensation de quiétude face à ce que je produis existe parce que je me suis laissé surprendre par ça. Je m'attendais pas à ce que moi-même ça m'apaise à ce point-là. Et c'est la raison pour laquelle je les pousse le plus loin possible dans leur complexité, ce qui les rend plus admirables, entre guillemets. Et je cherche pas, mais je sais que ça existe. Et je sais que les collectionneurs qui ont des œuvres chez eux me disent ce qui est génial, c'est qu'il y a des jours, je me plonge dedans et on est dans cette espèce de circuit fermé où on navigue de couleur en couleur et de forme en forme, et puis on s'en extrait quand on en a envie. Et puis quand je les produis, oui, moi, je rentre dans une forme
de méditation où d'un seul coup tout est très rythmé et puis c'est calme. Tout est toujours très calme. L'intérêt du fil, c'est que où qu'on se trouve sur la planète, il y en a. Donc ça déjà, c'est quand même assez génial et que c'est un des matériaux les plus évidents, mais sur lequel il y a une variété de qualité qui est assez impressionnante parce qu'on peut avoir des moyens complètement dingues qui ont été mis dans des bobines de fil qui sont extrêmement précieuses, avec lesquelles on peut tisser les plus belles étoffes. Et c'est un héritage aussi artisanal qui est important à mes yeux, à tel point c'est que je ne travaille qu'avec une entreprise française qui est séculaire et, j'en suis très heureux. Et, et eux aussi d'ailleurs, parce qu'ils s'attendent pas du tout à ce que leur fil soit utilisé pour ça. J'irai pas jusqu'à... Ma réflexion par rapport à ça est beaucoup plus égoïste, que j'ai besoin de la sensualité du contact du toucher. C'est fondamental pour moi. C'est la raison pour laquelle tous mes châssis de peinture, c'est moi qui les produis. Je choisis mes panneaux de bois, je les travaille, je les ponds, je les découpe. Enfin, je les produis de A à Z parce que j'ai l'impression que ça me transmet une histoire quand je les touche. En tout cas, je me construis une histoire autour de tout ça. Et donc, l'œuvre, quand elle est produite, que ce soit l'installation ou la peinture, quand je les vois, j'ai le souvenir de ce qu'elles m'ont procuré. Donc, que ce soit de manière sensible, intellectuelle ou psychologique, mais je me souviens d'elles. Même si, une fois produites, elles ne m'appartiennent plus et j'ai plus aucun attachement à ce que j'ai fait. Mais par contre, tout le temps où je suis dessus, mais je me nourris d'elles et c'est ce qui fait que je m'en souviens et que j'ai envie d'en produire d'autres derrière. Mais le toucher, oui, est indispensable. J'espère qu'il sera heureux, j'espère qu'il sera émerveillé, j'espère qu'il sera satisfait, j'espère qu'il aura la curiosité d'aller là où j'aimerais qu'il aille. Mais il n'y a pas d'autre ambition que d'offrir ce que j'ai produit. Après, à eux de l'accueillir comme ils le souhaitent. Mais c'est ce que j'ai pu faire de mieux dans le contexte et dans le thème de l'exposition. En tout cas, je suis fier et heureux d'avoir produit cette install. Ça m'est égal. S'ils ont la curiosité de chercher à comprendre comment c'est fait, ils vont très vite trouver comment c'est fait. Ceux qui veulent garder le mystère, grand bien leur en face aussi. C'est s'ils veulent penser que c'est du laser, si y a pas, c'est comme toujours. Enfin, le curieux en saura plus, donc il ira chercher l'info et il l'aura. J'espère qu'elle va marquer les esprits, que les gens vont s'en souvenir, qu'ils vont en parler, qu'il y ait cette forme d'émerveillement qui soit comme une persistance non plus rétinienne mais émotionnelle. Ça, oui, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis oui, ce concept de la récompense du curieux, c'est pour en revenir encore à mon papa, c'est quand je savais pas, il me disait va demander. Donc voilà, c'est et donc au final, ça conditionne quand même pas mal de choses et d'aller chercher l'info et de chercher à comprendre, ça permet d'avoir moins peur et quand on a moins peur, on s'engage à faire beaucoup plus de choses. Donc la curiosité est vraiment pas un vilain défaut, quoi. On va accepter de plonger dans l'inconnu. Oui. Donc s'engager physiquement, de prendre un risque très mesuré, mais prendre un risque malgré tout. Enfin, c'est lutter contre certaines de ces angoisses, de ces peurs, et puis accepter, faire ce micro-pas qui fait qu'on dépasse un tout petit peu ses limites pour certains. Donc en tout cas, moi, c'est une grande fierté d'être dans cette expo, parce que pour avoir visité les autres pièces des autres artistes, je trouve qu'il y a un niveau de réalisation et émotionnel dans chacune des pièces où on ressort pas indemne de toute cette exposition. Et ouais, c'est une vraie fierté d'être là. Parce que elle est sacrément bien pensée, cette expo. Là, la musique, elle était indispensable parce que pour la première fois, et grâce à toi, j'ai tissé dans le noir. Donc ça, ça a créé une nouvelle expérience sensorielle. Et j'avais besoin de cette musique que je connais, qui me donnait une cadence. Parce que la cadence, je l'obtiens généralement quand je vois où je vais. Donc je sais tel point, tac, 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 je sais combien de temps dans ma tête, là c'est 10 secondes entre tel point et tel point. Je sais que je peux tirer, on avait calculé, c'était 8 lignes en 1 heure. Donc ça, j'ai besoin de ce rythme, cette espèce de métronome un peu naturel. Mon dos était très tendu, mais justement, paradoxalement, non, les fils sont assez souples et assez lâches. Et aussi pour une question de pérennité de l'œuvre.
Donc, parce que plus tu tires, plus tu forces l'élastique à rompre. Non, c'était très doux. Non, comme tout le passage. Hein. Voilà, le passage ici est très doux, donc la tension est très douce.